Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à cette séance de Planet Gold sur l'échange d'informations sur l'inclusion financière. Je suis Natacha, je travaille pour Impact Facility et je serai la modératrice aujourd'hui. Merci de vous connecter. Alors, avant de commencer, quelques rappels, quelques règles. Nous avons donc l'interprétation simultanée en anglais, de l'anglais au français et à l'espagnol. Donc, choisissez le canal de langue qui vous convient. En bas de votre écran, vous avez une icône, un globe qui dit interprétation. Choisissez le canal qui vous convient. Merci de garder vos micros éteints pour éviter les bruits de fond. Et vous pouvez poser vos questions dans la boîte de dialogue au cours de la séance. Nous en ferons le suivi. Donc, cette séance, comme d'habitude, est enregistrée. Vous aurez accès à l'enregistrement après coup. À la fin, nous vous enverrons également un résumé de cette séance avec donc la présentation d'aujourd'hui. Alors, pour tous ceux qui se viennent de joindre, je suis Candice Jowa. Je travaille pour The Impact Facility. Je serai la modératrice. Je travaille pour TIFF depuis 3 ans et voilà l'ordre du jour pour aujourd'hui. D'abord, une introduction de ma part, des raisons pour lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Ensuite, la séance d'intervention. Nous aurons l'intervention de 3 gérants de projets dans différents pays. Ensuite, une discussion interactive et un espace de questions et réponses. Et avant la fin de notre séance d'aujourd'hui, merci d'être avec nous. Alors, nous avons invité aujourd'hui différents invités pour nous parler de l'accès au financement et le travail qu'ils font dans chacun de leurs pays. Au cours des 3 dernières séances, nous avons insisté sur ce thème et nous allons donc écouter l'expérience, le témoignage de nos intervenants depuis le Burkina, le Kenya et la Tanzanie. Nous avons également euh, rapproché des institutions de microfinance pour savoir ce qu'ils font. Et nous comprenons également que l'idée, c'est vraiment de s'orienter vers une régularisation du secteur et un accès plus formel aux sources de financement. Et ce que se passe en particulier, c'est donc qu'il y a une offre de financement de la part de donneurs, de subventions et aussi parfois de la part des compagnies qui acquièrent les produits miniers et qui sont en fait, qui permettent de construire le marché et les infrastructures financières pour le secteur. Le secteur, malheureusement, a encore beaucoup de chemin à faire pour rapprocher les acteurs miniers, les artisans et les exploitants à petite échelle du système financier général. Et l'idée, bien sûr, sous-jacente, c'est toujours d'éliminer, de réduire l'utilisation du mercure et de l'éliminer. C'est pourquoi nous avons focalisé notre séance d'aujourd'hui sur les offres de financement qui existent, euh, l'offre formelle, institutions de microfinance, banques commerciales qui sont encore un petit peu en marge, qui n'offrent pas encore de produits véritablement pour ce segment, pour ce secteur d'activité. Donc, pour l'instant, c'est encore
un travail reste encore à faire pour accéder aux marchés financiers formels comme les banques commerciales. Diapo suivante. Alors, nous avons des intervenants du Kenya, Tanzanie, Burkina Faso pour nous expliquer comment ils ont travaillé avec le segment EMAP dans leur région et les approches suivies pour les mécanismes de financement, les instruments mis en place, les défis relevés et les enseignements tirés. Et donc, nous avons aujourd'hui avec nous Abdoulatta Dabir, consultant en mine, expert en genre de Burkina Faso, qui va nous présenter le travail d'une ONG, Impact. Natasha Nzingo, ingénieure en des mines, qui travaille aussi pour TIF. Calvin Lang, du gestionnaire de progrès or de TIF, et Edouard Cornu, cofondateur et président de l'initiative qui s'appelle Mwamba Mining en Tanzanie. Et avant d'avancer, je ne sais pas si Abdoulatta est déjà avec nous. Et sinon, nous allons commencer par la présentation de The Impact Facility. Alors, qu'allons-nous faire? Nous allons entamer la deuxième partie ou... Oui, Abdoulada est là. Alors, avançons donc dans l'ordre de la présentation initiale. Merci de me permettre de présenter Abdoulata. Il est spécialiste en inclusion financière. Il est consultant indépendant travaillant au Burkina. Il est lui-même mineur, spécialisé en autonomisation économique et microfinance. Il a beaucoup d'expérience dans les MAP. Il est formateur de formateurs. Il travaille pour donc l'organisation Impact pour l'évolution des techniques minières et l'appui au secteur EMAP. Il a un diplôme en gestion de programmes et projets et il a travaillé sur différents projets dans ce secteur au Burkina. Bienvenue, et vous avez la parole. Okay. Can you hear Abdullah? Yes. Bonjour Candice, bonjour chers participants. Voilà, d'abord d'entame, je vais présenter que j'ai rencontré quelques difficultés, à savoir le lien qui a été envoyé sur mon ordinateur. Là, ça ne s'exécute pas. Alors donc, comme c'est la dernière minute, j'ai dû me connecter avec mon téléphone. Je suis désolé, c'est indépendant de ma volonté. Et je pense que si ça va comme ça, on peut continuer la présentation. Et Candice va défiler les slides, et puis je pourrai faire la présentation. Ça peut aller? I can hear you. I can hear you. Ok, d'accord. Merci Candice de nous avoir donné l'opportunité de présenter notre modèle d'accès au financement qui a été implémenté dans le cadre de divers projets, notamment en République démocratique du Congo, au Burkina Faso et actuellement au Mali.
Alors, donc, le contenu de ma présentation sera axé sur 8 points. Le premier point, nous allons vous parler de qui est Impact. Le deuxième point sera consacré au contexte de l'EMAP au Burkina, du secteur de l'artisanat minier au Burkina. Le troisième point va nous parler du projet Fondation pour la paix qui a été mis en œuvre au Burkina Faso. Le quatrième point parlera du modèle d'autonomisation des femmes par l'épargne et le crédit communautaire responsable, qui d'ailleurs sera le centre de notre présentation de cette journée. Le cinquième point va vous révéler les performances de ce mécanisme, c'est-à-dire les différents résultats engrangés. Le sixième point permettra de faire le lien entre ce mécanisme qui a été implémenté dans le secteur et les autres moyens de subsistance. Le septième point va également nous montrer la position de leadership des femmes dans ce mécanisme. Le huitième point sera consacré aux leçons apprises et aux recommandations afin de permettre que ce soit les entités ou les personnes individues qui auront envie de mettre en place ce mécanisme d'accès au financement dans le secteur de l'alimentation. Slide prochain. Next slide. Alors, merci. À propos d'Impact, il faut dire que Impact est une ONG, une organisation non gouvernementale basée au Canada. Impact intervient en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, en Ouganda, au Zimbabwe, et en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Mali. Il faut dire que la mission d'Impact est de transformer la gestion des ressources naturelles dans les zones où la sécurité et les droits des personnes sont vivement menacés. Donc, vous comprendrez pourquoi Impact intervient dans le secteur de la mine artisanale de la petite échelle. C'est un secteur, sans vous parler en profondeur, c'est un secteur où les droits de l'homme et les ressources sont exploitées de façon arbitraire et informelle. Next slide. Next slide. Alors, merci. Il faut dire que le secteur de la mine artisanale et à petite échelle au Burkina Faso est en plein essor depuis quelques années. L'exploitation artisanale de l'or, autrefois, était vue comme une seconde activité, une activité de dégradant, mais aujourd'hui, c'est un secteur pourvoyeur d'emplois, car plus d'1 million de la population s'adonne directement à cette activité. Il faut également mentionner que malgré son fort potentiel économique, le secteur fait face à de nombreux défis qui font que son développement est encore en état embryonnaire, ce malgré les efforts déjà consentis par les gouvernements et ses partenaires techniques et financiers. Au nombre des défis, on peut parler de l'accès limité aux services financiers des banques et des caisses qui entraîne la dépendance des orpailleurs au réseau de financement informel. Il y a également le manque de formalisation du secteur qui occasionne par la même occasion la fraude et la contrebande dans la commercialisation de l'or. Il faut mentionner aussi que dans un tel paysage, il faut dire que les femmes qui occupent une place très très importante dans la main-d'œuvre sont en second rang, sont certes souvent marginalisées et n'ont pas accès au même pied d'égalité aux ressources que les hommes et sont souvent qualifiées pour des tâches secondaires. Donc, prochain slide. Next slide. Next slide.
Alors, donc, c'est dans ce contexte du Burkina que Impact a commencé à travailler par l'entremise de son projet Fondation pour la paix dans le secteur de l'extraction artisanale de l'or. Il faut dire que c'est un projet qui était axé sur trois composantes, dont le premier qui est la promotion de l'inclusion financière à travers son modèle d'autonomisation économique des femmes par l'épargne, le crédit communautaire responsable AFECOR, qui est un modèle qui a été adapté au contexte du Burkina Faso. Les deux autres composantes consistaient à faire la promotion des incitatifs à une pratique responsable et la commercialisation de l'or. Le troisième est d'améliorer les stratégies de lutte contre la fraude et la commercialisation de l'or. Alors donc, il faut dire que c'est le premier pilier qui va être le premier pilier, à savoir l'inclusion financière et le renforcement de l'autonomisation économique qui va être au centre de notre présentation durant cette journée. Slide. Slide. Alors, le modèle AFECOR, c'est un mécanisme proposé par le projet dans le cadre du Burkina. C'est un modèle basé sur les pratiques d'épargne endogène qui existent dans d'autres secteurs d'activité ici au Burkina, mais qui n'avait jamais été testé dans le secteur de la mine artisanale et de la petite échelle. C'est un modèle de financement qui, au-delà de son aspect économique, comprend une dimension sociale qui est le socle de la paix dans les communautés. L'implémentation de ce mécanisme passe par la mise en place des associations villageoises d'épargne et de crédit. Je m'en vais profiter pour vous faire la définition de ce que c'est qu'une association villageoise d'épargne et de crédit. Alors, c'est un ensemble de personnes qui se sont auto-choisies sur la base, par affinité et sur la base de confiance mutuelle pour former le groupe dont le nombre est situé entre 15 et 30 membres. Les membres de chaque AVEC se réunissent chaque semaine et décident d'un montant à épargner, et ce, durant un cycle qui peut aller entre 9 et 12 mois, au terme duquel cycle, l'argent épargné dans les coffres est réparti au prorata de l'épargne de chaque membre. Il faut dire qu'au début des activités d'épargne, au bout de quelques semaines d'épargne, les membres sont à mesure de s'autofinancer sur la base du fonds d'épargne constitué pour développer des activités génératrices de revenus ou même de démarrer pour certaines de nouvelles activités génératrices. L'argent épargné à chaque réunion est gardé soigneusement sécurisé dans un coffre assorti de 3 clés et dont les clés sont réparties entre les membres des AVEC. Il faut dire qu'à la constitution une fois que le groupe AVEC est constitué, l'AVEC met en place un comité de gestion qui est constitué de 5 personnes qui sont garants de la vie de l'AVEC et qui gèrent toutes les activités d'épargne de crédit des AVEC. Un aspect qui est très important et qui consolide la solidarité et renforce la cohésion sociale est qu'à côté de cette caisse d'épargne, les AVEC mettent en place une caisse de solidarité qui est constituée par de petites épargnes vraiment très insignifiantes. Ce fonds de solidarité est alloué aux personnes, aux membres des AVEC qui, à un moment donné, ont des problèmes sociaux. Les problèmes sociaux peuvent varier, que ce soit des événements douloureux ou des événements heureuses. Voilà. Et l'affectation de ces ressources, les conditions d'affectation de ces ressources sont laissées à la définition, à la décision des membres de l'AVEC au début. Un aspect qu'il faut ajouter, l'AVEC, pour son bon fonctionnement, est régi par un règlement d'ordre intérieur dans lequel
tous les conditions d'octroi des prêts, d'octroi des d'épargne, d'achat de parts et le fonctionnement de la caisse de solidarité sont consignés dans ce règlement intérieur et que l'AVEC fonctionne sur la base de voilà, de ce règlement intérieur. C'est un mécanisme qui est ouvert aux hommes également. Donc, dans le cas du Burkina, nous avons ouvert le mécanisme aux hommes, mais bien que le mécanisme soit ouvert aux hommes, il met en avant le leadership des femmes, car même dans les AVEC mixtes, les femmes occupent les postes de dirigeants. Exemple, quand on prend une AVEC où le comité de gestion est constitué de 5 personnes, c'est-à-dire que les premières dirigeantes, le président, la secrétaire, le trésorier sont impérativement des femmes. Ceci vraiment pour mettre en avant le leadership des femmes dans ce mécanisme, puisque les membres constitués même des AVEC sont majoritairement des femmes. Prochain slide, s'il vous plaît. Next slide. Voilà. La réussite donc de ce mécanisme d'accès au financement dans le secteur de la mine artisanale, vraiment, il suit vraiment une méthodologie qu'il faut impérativement suivre pour garantir sa réussite. Donc, dans le cadre de ce projet, il était nécessaire pour nous de procéder dans un premier temps à une évaluation initiale des communautés bénéficiaires du projet afin de connaître les pratiques d'épargne et de crédit qui ont existé au sein des communautés. Cette profession permet de faire l'état des lieux des communautés et d'identifier les forces et les faiblesses des mécanismes d'épargne qui ont existé. Donc, c'est un travail en amont qui a permis de bâtir une approche participative et contextualiser le modèle. Donc, vous verrez que ce schéma, c'est un schéma classique, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais dans mon explication, vous verrez que c'est de la mise en place des AVEC jusqu'à la fin du cycle. Ce schéma est illustratif, en fait. Alors, donc, il faut dire que après donc, ce travail en amont, qui a consisté à faire la prospection, s'en suivra la phase préparatoire. La phase préparatoire, c'est la phase de sensibilisation, c'est-à-dire que c'est la phase pendant laquelle nous avons rencontré les autorités administratives et coutumières, les personnes ressources, les groupements des femmes, les leaders des femmes, les leaders des jeunes, afin de leur exposer davantage le programme pour qu'ils les amènent, pour qu'ils puissent s'approprier du programme. Ce travail permet de lever tout équivoque qui pourrait laisser à interprétation le mécanisme. Une fois cela fait, nous poursuivons les sensibilisations au cours de laquelle la mise en place, à l'issue desquelles sensibilisation, la mise en place des AVEC est effective. À côté de ces AVEC, pour garantir un accompagnement de ces AVEC, il est sélectionné les communautés bénéficiaires, en fait, proposent des ressources à l'interne, des ressources qui seront formées comme animatrices bénévoles sur toute la méthodologie de la mise en place des AVEC et qui devront à leur tour maintenant restituer cette formation auprès de ces différents AVEC-là et durant tout le cycle. Alors donc, vous verrez que selon le schéma, nous avons commencé en juin 2021. La mise en place des AVEC s'est terminée en septembre. En octobre, déjà, il fallait aller pour la formation. Et en décembre, les premières épargnes ont commencé. Et ensuite, au fur et à mesure, jusqu'au partage. Il faut dire que durant la vie du cycle aussi, il y a d'autres activités qui ont été connexées pour, en fait, de dynamiser davantage la vie du cycle de l'AVEC. Il s'agit notamment des formations. La formation en activité génératrice de revenus, étant donné que les femmes devront utiliser de l'argent à la fin du cycle ou même durant le cycle à l'entremise des prêts internes. Donc, elles ont été outillées sur la base, en tout cas sur les fondements, la gestion des AGR. Il y a aussi des sessions d'échange communautaire qui nous ont permis
de toucher du doigt la réalité et d'apporter des solutions aux difficultés rencontrées lors de la vie des cycles en fait, des aveugles. Next. Next. Ok. Donc, à l'issue du cycle, nous avons pu capitaliser en fait les résultats suivants. Faut dire qu'il y a une étude, faut mentionner qu'il y a une étude avant le démarrage de l'activité, la vie de l'activité des aveugles, qui nous a permis d'avoir le niveau en fait de départ, le niveau de l'état de lieu en fait des membres qui sont engagés au sein des aveugles. Et en fin de cycle, en décembre 2022, une étude en tout cas, une étude encore un sondage, ça nous a permis aussi de pouvoir faire une comparaison. Et à l'issue de ça, on peut dire qu'on a pu mettre en place 54 avec pour près de 1300 membres qui sont engagés, donc 80% sont des femmes. Également, il faut dire qu'il y a la plupart en fait, des membres qui sont engagés au niveau des AVEC vivent principalement des exploitations minières artisanales. Ce qui a démontré que ce mécanisme peut bien s'adapter et s'adapte d'ailleurs très bien dans le secteur de la mine artisanale à petite échelle. Comme chiffre aussi que nous avons pu constater au niveau à la fin du cycle, près de, voilà, disons, près de 80 millions, presque 79 millions de francs a été mobilisé, épargné par tous les AVEC durant le cycle, soit une moyenne de 5 000 francs CFA voilà, par membre par mois. Next. Next slide. Alors, donc, seront toujours les études, les résultats du sondage. Entre janvier et octobre 2022, nous avons pu, vous pouvez capitaliser près de 1200, plus de 1200 membres qui ont pu avoir accès au crédit au sein de leurs AVEC, ce qui n'était pas évident avant leur adhésion aux AVEC. Ce qu'il faut mentionner aussi, 100% des crédits qui ont été contractés ont été remboursés par les membres. Cela déjà démontre de leur résilience, de leur capacité à faire rouler le fonds d'épargne et d'utiliser en fait de l'argent. Grâce aux AVEC, 47% des membres des AVEC ont démarré une activité génératrice de revenus grâce au crédit ou même à la fin du cycle lors du partage de leurs prêts. Donc, il faut dire que si l'AVEC vient vraiment constitue vraiment une source de financement réel pour ces populations qui, avant, n'avaient pas accès à ce financement. Donc, 96,5% des personnes qui ont participé trouvent que accéder au crédit avant était très difficile. Voilà. Et 99% trouvent que maintenant qu'elles ont rejoint l'AVEC, ils ont beaucoup plus facilement accès aux prêts qu'avant. Ceci, c'est toujours les données du sondage que nous sommes en train de présenter. Slides. Toujours dans la présentation de la performance, on a eu 99% des participants à la fin du cycle qui souhaitent vraiment continuer avec le second cycle. Et dans la population qui n'avait pas
rejoint les CELS avec 77% décident toujours vraiment sur le prochain cycle, de rejoindre le prochain cycle. Donc, à la fin du cycle également, nous avons remarqué un engouement et nous avons pu noter au moins 19 avec qui se sont constitués et pour démarrer le deuxième cycle sans l'aide du projet. C'est ce qui est vraiment un résultat très, très palpable et nous avons beaucoup encouragé, qui vraiment démontré que le modèle mis en place est vraiment une réussite et vient vraiment résoudre un problème qui existe beaucoup dans le secteur de la mine artisanale et la petite échelle. Slide. Next slide, please. Alors, donc pour dire que bien que ces possibilités de financement ne soient pas encore disponibles dans toutes les communautés, en tout cas, il est promoteur que de nouvelles possibilités, voilà, que ces possibilités-là soient offertes aux populations rurales et même celles qui n'étaient même pas bancarisées, c'est-à-dire que hors MAP et hors secteur de la MAP, ces possibilités peuvent être proposées à d'autres couches qui sont vraiment en marge d'accès au financement. 17% des membres ont bénéficié d'un accès à la caisse de solidarité, dont j'avais parlé au début. La caisse de solidarité a permis à 17% des membres en fait, de pouvoir couvrir les dépenses imprévues, voilà, telles que les frais médicaux, les frais de scolarité, des funérailles ou des réparations de leur résidence après un sinistre. Et les AVEC mis en place, toutes les 54 AVEC, ont pu prélever de leur fonds de solidarité, voilà, une somme totale de 1540 dollars canadiens, qui vraiment a servi à investir pour des causes vraiment communautaires, des causes sociales. Et ces causes sont entre autres l'octroi, les dons de matelas dans les centres de santé, la réfection de latrines d'école, le creusage de puits pour l'eau potable à l'école, un reboisement, et dons aux déplacés internes. Alors, il faut dire qu'au sein des AVEC, les mécanismes d'épargne et de prêts collectifs sont d'abord compris dans la sphère personnelle à laquelle les membres peuvent plus facilement s'identifier. Les artisans disposent d'une première expérience sur laquelle ils peuvent s'appuyer lorsqu'on leur demande de s'engager dans l'épargne et l'investissement collectif. La mesure dans laquelle elles sont adaptées au contexte du secteur de l'extraction artisanale de l'or sont rendues accessibles et bénéfiques, voilà, pour les femmes. Signifie que leur potentiel à produire des résultats à grande échelle est promoteur et elles ont un impact positif sur la sécurité économique et la cohésion sociale. Les AVEC contribuent également à la cohésion sociale par le biais, bien sûr, de la caisse de solidarité, qui est vraiment un outil qui permet à ces membres-là de se resserrer, de vraiment renforcer la cohésion sociale au sein des communautés. Next slide. Next slide. Donc, ce modèle nous démontre vraiment la place à la lutte des femmes, parce que le modèle vous êtes rassemble, les membres engagés dans ce modèle sont en majorité des femmes qui peuvent emprunter et épargner sans risque, voilà, tout en les préparant à continuer d'exploiter leur groupe sans accompagnement. Le modèle permet également aux femmes de jouir d'un certain respect dans leur communauté, parce que les bénévoles qui sont engagés dans ce projet sont à majorité des femmes, 80% des femmes, ce qui démontre vraiment de leur savoir-faire quand il s'agit de gestion
des finances et bénéficient d'une confiance dans la communauté et à côté de leur paix. Par ricochet, leur sphère d'influence augmente et certains parmi elles sont amenés à occuper d'autres rôles au sein de la collectivité. Next slide. Next slide. Alors, donc, il n'y a pas de mécanisme sans défi. Alors, donc, nous avons pu répertorier deux principaux défis, à savoir l'adaptabilité du modèle. Comme nous l'avons mentionné au début, avant l'implémentation du modèle, il a fallu une prospection dans les communautés cibles pour appréhender l'expérience d'initiative d'épargne qui a existé. Comme la population peut avoir expérimenté d'autres modèles de groupes d'épargne sous différents noms selon le contexte. Donc, il faut déterminer lesquels sont connus dans les communautés ciblées en fonction du choix, bien sûr, du nom. Cela pourra favoriser l'adhésion ou créer la méfiance si le projet. Effectivement, dans notre cas, dans le projet, dans une région du centre-nord, certains individus ont manifesté de la méfiance à cause d'une expérience mauvaise qu'ils ont vécue dans le passé dans certaines localités. Et il a fallu donc au projet de présenter, de réorienter sa communication sur le modèle pour rassurer davantage la population sur la crédibilité de ce modèle. Il y a aussi le problème de la sécurisation des fonds, puisque l'épargne constituée par les AVEC est gardée par devers le groupe, par l'entremise d'un comité de gestion élu pour la cause. Voilà, une trésorière garde la caisse d'argent qu'elle ramène chaque réunion. Donc, le risque d'être cambriolé fait que dans certains groupes avec les membres sont réticents quant à la responsabilité de garder la caisse. Comme mesure d'atténuation, la caisse pouvait être gardée à tour de rôle entre les membres pour minimiser le risque de vol. Également, le crédit interne qui intervient pendant le cycle permet de minimiser le risque à chaque réunion, car à chaque réunion de crédit, le fonds de caisse tend vers zéro. Yeah, sorry, Abdulata. Maybe we can leave the rest of the information to the end of the session. There'll be a discussion session and a Q&A session at the end. We need to leave some space for the rest of the speakers because we only just have 2 hours. But I'm aware that this is the last slide before the next presentation. So maybe in the next 1 minute, you can try to wind up. Yeah. Okay. Merci de votre temps. Maintenant, nous avons une présentation de l'équipe de Impact Facility en Afrique, Kenya et Tanzanie. Et maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Natasha, qui est basée au Kenya, et Calvin Lang, qui est le directeur. Avant de lancer la vidéo, je vais vous présenter ces 2 intervenants. Calvin Lang, le gestionnaire, a une expérience de 15 ans dans la programmation environnementale et sociale. Il a occupé différents postes, des gestionnaires de projets, chercheurs en matière de politique, et il est avec sa collègue Natasha, qui est ingénieure junior. Elle travaille à Nairobi et elle travaille à la vérification des critères d'éligibilité pour le financement des dossiers. Nous voyons que dans la boîte de dialogue, il y a des questions pour Abdulata. Nous y reviendrons à la fin de la séance.
Nous aurons également des études de cas, présentées par Abdoulatta, celles qui ont été facilitées par Tiff et d'autres. Diapo suivante et nous lançons la vidéo. Bonjour à tout le monde, merci de vous joindre à ce webinaire. Je suis Calvin, gestionnaire du programme TIF et j'ai avec moi Natacha qui est agent. Nous allons vous donner un aperçu de ce que nous faisons avec TIF, notre approche, et Natacha veut vous parler de programme de Lease to Purchase, location achat. Et nous allons vous expliquer les processus, les leçons apprises, les résultats que nous avons eus. Et avant que Natacha vous présente des études de cas et l'impact que nous avons eu, comme notre nom l'indique. Et ensuite, je vous parlerai des autres approches de financement du secteur minier, qui seront mises en œuvre postérieurement. Alors, le TIF, nous sommes établis au Royaume-Uni pour aider les communautés à prospérer. Nous sommes une organisation non lucrative créée en 2018 et nous avons une présence en Afrique centrale et de l'Est. Nous avons avec nous différents investisseurs, bailleurs et partenaires d'entreprises pour conduire et stimuler la professionnalisation les MAP et développer un modèle d'incubateur. Nous voulons que la MAP soit plus responsable et puisse accéder au financement dont le secteur a besoin pour professionnaliser les membres et faire le lien avec le secteur formel. Alors, nous avons deux principaux programmes. D'abord, un qui s'appelle Lake Victoria 2030. Gold projet aurifère en Afrique de l'Est pour appuyer la production responsable, améliorer la productivité et nous en reparlerons ensuite. Et l'autre est le cobalt, ce qu'on appelle FCA, Fair Cobalt Alliance en RDC. Diapo suivante. Alors, de façon générale, qu'est-ce que l'on faisait? Nous sommes ici pour assurer une production responsable pour l'exploitation minière aurifère, également des gouvernances environnementales, sociales respectueuses. Nous avons différentes approches pour accéder aux finances de façon plus rapide. Nous offrons de l'assistance technique avec une équipe de techniciens, d'ingénieurs qui font les évaluations des sites et qui mettent en place des plans pour améliorer l'accès aux investissements. Et nous établissons aussi, bien sûr, des critères d'investissement pour que les candidats sachent s'ils sont admissibles ou pas. Nous vous donnerons un exemple à la fin de la présentation. Nous sommes heureux d'être appuyés par beaucoup de bailleurs de fonds, d'ONG et de personnalités. Nous avons des approches de finances mixtes également pour appuyer les programmes d'assistance technique et également un fonds d'investissement qui finance en particulier notre programme de prêt et de location vers achat ou lease to purchase, comme on l'appelle, appuyé bien sûr également par Planet Gold. Et maintenant, je vais passer la parole à Natacha pour qu'elle parle de ce modèle de location à achat. C'est un accord contractuel entre Impact Facility et les candidats. Nous achetons les équipements pour le compte des acquéreurs et nous les louons. Et une fois que le paiement et le leasing est terminé, nous leur faisons la cession pour un dollar symbolique. Donc, nous avons différents critères d'éligibilité au Kenya avec le secteur aurifère
Et il faut que les mineurs soient enregistrés et aussi en ce qui concerne le titre foncier. Nous voulons vérifier qu'il y ait une occupation légale du site et que il y a aussi avoir un bilan au moins de 6 mois d'activité, d'avoir également de bonnes normes de gouvernance, de conditions de travail, l'évitement de travail des enfants et aussi des normes de protection environnementale minimales pour, bien sûr, satisfaire aux critères minimaux que nous avons établis. Nous avons établi un escalator impact pour permettre une amélioration continue. Donc, si vous êtes enregistré, vous payez vos cotisations ou votre enregistrement. Nous regardons donc les critères de présélection et nous vous accompagnons pour vous inciter à mettre en œuvre des bonnes pratiques. Et vous avez à ce stade accès à un prêt de jusqu'à 20 000 dollars et cela peut monter même jusqu'à 50 000 dollars. Alors, quels sont les termes contractuels dans ce modèle Lease to Purchase? Nous avons d'abord la sélection des équipements, les frais de leasing et le remboursement. Donc, nous sélectionnons les équipements avec les mineurs intéressés. On leur offre des assistants techniques sur les spécifications techniques. On a des devis concurrentiels de plusieurs marques et on leur propose donc les équipements disponibles. Ensuite, nous avons des frais, bien sûr, de leasing. On a des coûts de transport, d'assurance, d'installation qui sont donc soumis au taux d'intérêt national. Nous avons également des frais liés au soutien technique. Au Kenya, le taux d'intérêt est autour de 17%. Nous avons également des coûts de maintenance qui sont facultatifs. Si vous voulez un contrat de maintenance et 2 pièces de rechange. Et en ce qui concerne le remboursement, nous avons des paiements qui sont faits par des transferts bancaires ou bien la banque mobile. Nous offrons également une période de grâce de jusqu'à 3 mois. Et donc, ils peuvent aussi avoir disons, 2 pauses dans la continuité des paiements, donc 2 par an. Vous pouvez faire une suspension des paiements jusqu'à 2 fois par an, ce qui permet de s'adapter au caractère cyclique de la production aurifère, et cela sans pénalité. Alors, quelles sont les étapes de ce modèle? Leasing achat. D'abord, connaître son contrepartie, son client pour le processus de démarrage. On établit un profil qui passe par un comité d'investissement qui approuve le dossier de candidature. Ensuite, nous avons ensuite une détermination de performance ESG, de niveau d'investissement qui sera accordé. Ensuite, on passe à la négociation des termes et, et ensuite l'exécution du leasing, l'installation, la livraison, l'installation de l'équipement et le suivi de l'impact de l'accès à ce type d'équipement. Nous faisons des visites sur place durant toute cette période et nous avons donc un suivi pour savoir si l'équipement fonctionne bien et s'il remplit les attentes.
Et donc, nous devons bien mesurer si l'impact espéré est réel et s'il y a, par exemple, une augmentation de la productivité, d'un meilleur respect des règles environnementales, etc. N'hésitez pas à poser vos questions sur ce modèle dans le chat. À vous, à nouveau, Kevin. Alors, je voulais également revenir sur la partie investissement, le comité d'investissement qui est un organe clé parce que c'est l'organe qui rend des comptes et il est composé de membres experts pour vraiment nous assurer que nous offrons des produits qui sont nécessaires aux clients. Donc, nous faisons des analyses, euh, nous faisons une note conceptuelle d'investissement, une analyse financière, le résumé du leasing, un devoir de diligence, bien sûr, vérification du client, la performance en matière environnementale, sociale et gouvernance. Nous avons actuellement un comité composé de 4 membres experts en le domaine minier et les chaînes d'approvisionnement responsables. Et c'est ce comité qui décide et qui demande plus d'informations ou pas, ou certains changements. Et c'était un processus qui a bien fonctionné pour nous jusqu'à présent, avec un système d'examen de révision par un tiers aussi, qui nous a permis d'améliorer le processus au fur et à mesure pour compléter, par exemple, les informations que nous recueillons sur les candidats et tester si le produit est abordable, le caractère abordable de ce type de solution. Donc, je ne vais pas revenir sur les étapes. Natacha vous en a parlé, mais voyons un petit peu le bilan jusqu'à présent de ce programme. Nous avons euh, un résumé ici. Donc, 10 sites miniers pour l'instant, 12 contrats signés parce que certains sites miniers ont reçu plus d'un investissement, 4 contrats terminés, 3 qui sont en défaut de paiement et l'investissement total des 170 000 dollars jusqu'à ce jour et 76 000 dollars remboursés et encore 103 000 dollars à rembourser. Et nous avons eu un défaut de paiement à hauteur de 25 000 dollars. Nous avons donc quelques pertes en ce sens. Et nous avons changé notre processus pour minimiser la situation de risque. Quand on a un défaut de paiement, on peut récupérer l'équipement et on peut le réassigner à un autre site ou le relouer. Alors, quels sont les enseignements tirés de ces 5 années d'exécution? Donc, nous ne pouvons qu'améliorer les choses grâce à ces leçons tirées. D'abord, nous devons exercer notre devoir de diligence de façon plus approfondie pour éviter et minimiser le risque de non-remboursement. Nous devons collecter plus d'informations pour cela. Mais nous demandons donc beaucoup d'informations aux candidats et cela provoque une certaine fatigue au niveau des mineurs qui n'arrivent pas à produire tous ces documents. Il nous faut donc être plus flexibles aussi sur les conditions contractuelles, les clauses contractuelles pour éviter les manquements. Et nous cherchons également à susciter la demande, qu'il y ait donc une demande de financement sur pour ce modèle et cela
dépend bien sûr de l'octroi des subventions. C'est essentiel pour pouvoir réallouer ces fonds et ces ressources à ce secteur d'activité. Avançons. En ce qui concerne donc toujours le bilan 2022-2023, nous avons une augmentation de 50% de la production d'or, l'équivalent de 190 000 dollars à la valeur actuelle du marché. Et donc aussi de très bonnes améliorations de performance en matière ESG. Et nous avons que ce modèle, et nous voyons que ce modèle fonctionne bien pour augmenter la productivité et pour assurer que cela répond aux standards internationaux de production. Et là, nous avons quelques exemples de l'augmentation de la productivité. Ici, un exemple de cas pratique. Natacha, je te repasse la parole pour en parler. Merci, Calvin. Je vais parler de deux projets. D'abord, Antelope, à Migori au Kenya, avec 20 travailleurs dans ce site. Ils ont donc une petite équipe de vingtaine de travailleurs. Ils ont commencé leur opération en 2018 et c'est une mine exempte de mercure. Nous avons eu 3 investissements réussis. D'abord, un premier contrat de 10 000 dollars pour un compresseur et un treuil. Deuxième de 7 800 dollars pour un générateur, l'achat d'un générateur. Et un troisième prêt de près de 20 000 dollars pour un compresseur additionnel. Et cela était vraiment impressionnant de voir le niveau d'exécution et que le filon, disons, la conduit minier fonctionne très bien et il y a eu un bon niveau de remboursement. L'autre cas d'espèce qu'on voulait vous présenter également, mine sans mercure. Ils ont une augmentation de 150% de récupération du minerai d'or, une amélioration des conditions de sécurité, la dotation d'équipements de personnel, de protection personnelle, une meilleure performance environnementale. Et cela nous montre vraiment, et nous sommes très fiers de ce type de projet. Nous avons également un autre projet qui mérite d'être mentionné et je vais le sauter pour l'instant parce qu'on n'a pas trop de temps et vous parlez seulement d'un des cas où il y a eu un défaut de paiement où il voulait l'achat d'un compresseur, mais malheureusement, après l'exécution entre la signature du contrat et l'exécution, il y a eu un délai de 3 mois qui s'est écoulé parce que le client nous a dit qu'ils avaient trouvé un équipement d'une autre marque qui était plus performant pour eux et ils ont donc abandonné le projet avec nous. Et il y a donc eu une perte dans ce cas, mais nous avons pu récupérer ce compresseur et le réallouer ailleurs. Donc, une perte seulement limitée par rapport euh, euh, à l'investissement initial. Donc, vous voyez qu'avec ces exemples que vraiment ce modèle a véritablement bien fonctionné. Merci. Alors, rapidement, je vais vous donner des mises à jour sur l'accès au financement en Tanzanie. Par exemple, nous avons récemment lancé l'installation de colonnes où nous fournissons des prêts aux mineurs dans la région de Tanzanie. Initialement, nous avons engagé 6 500 dollars pour la distribution sur un échéancier sur 2 années.
Alors, je ne vais pas aller trop dans les détails, mais bon, je voulais juste vous dire que c'est très, très formidable pour nous car c'est un marché potentiel pour le marché de l'or. Nous avons 300-400 kilos d'or qui arrivent par mois et dont la plupart vient des EMAP. Le FAC en Tanzanie, dans ces contextes, et nous avons un secteur beaucoup plus formalisé et, et que nous pouvons travailler avec le mineur et bien évidemment toute la réglementation qui doit être prise en compte, mais cela constitue une opportunité formidable et pour cette lancée. Et pour ce programme au Kenya. Alors, n'hésitez pas à poser autant de questions que vous le souhaitez si vous avez des questions. Mais finalement, je voulais parler de crédit de leurs responsables. Alors, pour notre programme d'achat et de prêts, nous avons des opérations qui sont en phase avec le besoin d'investissement. Nous avons des scénarios d'investissement pour améliorer la productivité des EMAP. Mais nous souhaitons également créer des mécanismes marché pour motiver les petits artisans et à produire de façon plus responsable avec ces crédits pour le minéral responsable qui sont créés avec le secteur privé pour l'achat des minéraux activité est responsable des miniers. Alors, pour l'or, ce n'est pas toujours simple, bien évidemment, pour l'achat, de façon à tracer, faire traçabilité de l'or. Il y a un modèle de custodie où nous pouvons vérifier qui est responsable de la production d'or et comment cela s'utilise dans nos produits. Alors, une première étape pour les sociétés, ce serait peut-être d'investir sur des crédits responsables d'or et je sais et TIF et les partenaires travaillent avec le minier pour vérifier et le minimum des performances en matière de CMAP, niveau basique des responsabilités. Nous allons travailler avec eux pour vérifier leur production d'or et à ce point-là, nous allons déterminer la quantité d'or qui a été produit en conformité avec les normes minimales, à savoir des crédits qui pourront être achetés avec une prime et pour l'empreinte d'or. Et cette prime sera utilisée pour être mise en œuvre pour le projet et subséquent sur cette mine. Cela remonte la performance nécessaire pour cette mine. Alors, c'est un mécanisme qui permet la facilitation des opérations minières et appuyer les EMAP de façon à ce que ce soit plus responsable. Il y a pas mal de détails sur cette diapositive. Le temps, alors je me limite à cette intervention, mais juste sachez juste qu'il y a des mécanismes qu'ils ont développés pour fournir un financement aux EMAP de façon à ce qu'ils puissent avoir une production d'or plus responsable. Alors merci tout le monde de votre attention et je reste à l'écoute pour vos questions potentielles à l'avenir. Merci, merci aux équipes facilitées. Maintenant, au dernier intervenant de notre session aujourd'hui, Edward, qui est cofondateur et président de One World Mining. Oui, à la pause suivante, s'il vous plaît. Oui, merci. Aide à étudier économie centrée sur les humains avec ses frères et pendant les 8 dernières années, il est devenu euh, une, elle est devenue une des sociétés les plus importantes pour développer les technologies et sont qui promeut les activités de CEMAP au sein des communautés. C'est à la tête du développement de la chaîne d'approvisionnement des EMAP. Alors, nous avons une session questions et réponses après la session d'aide. Alors, vous n'hésitez pas à préparer vos questions. Les orateurs seront ravis de répondre à vos questions. Un diapo. Bonjour tout le monde, je m'appelle
Ed. Merci de l'invitation pour présenter sur cette thématique. Je vais donner mon expérience et moyens de réduction de l'utilisation de mercure, mais également de des pratiques plus durables dans l'environnement de l'or. Je suis basée en Tanzanie. Nous avons commencé à faire des opérations. Je vais vous parler de notre moyen d'opération pour la réduction de l'utilisation du mercure en Tanzanie. Mais nous souhaitons également fournir aux miniers une source de financement. Alors, un petit débrief sur Rwanda, qui nous sommes, quels sont nos objectifs. Alors, nous sommes sur une société centrée et sur le développement de l'industrie minière au niveau national. Nous donnons des technologies qui vont favoriser les communautés locales pour avoir plus d'opérations. Nous avons des initiatives en milieu de ces maps, mais également dans les activités minières responsables. Nous donnons des incitations au marché de la Tanzanie et actuellement, nous avons 12 millions de business responsables minières qui vont entrer dans un modèle de co-développement des EMAP où nous faisons partenariat avec les miniers pour pouvoir développer la chaîne de valeur des activités, à savoir exploration, planification, exécution de projets miniers, mais également l'utilisation des équipements modernes, technologies et processus. Notamment, je parle de l'utilisation de technologies libres de mercure. Alors, notre proposition de valeur couvre le processus de bout à bout. Nous fournissons aux miniers une meilleure compréhension sur les ressources disponibles, comment ils peuvent optimiser le potentiel, mais également comment ils peuvent récupérer la plus importante quantité d'or de leurs opérations. Et en fournissant ces services, nous souhaitons éliminer l'utilisation de mercure, le travail des enfants, qui sont nos deux points d'intérêt les plus importants. Et nous souhaitons également les lier à faire partie d'une économie plus robuste. Ces services portent une proposition de valeur unique où nous essayons de remonter la productivité des opérations. Je ne veux pas être trop exhaustive, mais par exemple, la planification, exploration des activités minières, qui peut avoir plus de processus simplifiés et, euh, et pour avoir plus de produits. Alors, maintenant, quant à nos opérations, on est spécifique. Nous avons deux modèles pour les miniers. Premièrement, nous avons un modèle de développement qui est très inclusif et nous faisons partenariat avec les opérateurs des mines pour améliorer l'ensemble des opérations. Nous avons des ressources, nous mécanisons les opérations minières. S'il y a des mises à jour, nous pouvons appuyer notamment par le biais de partage de meilleures pratiques avec un équipement moderne. Ensuite, nous avons les services miniers, nous avons des processus et des services disponibles. C'est là où les processus et les miniers peuvent euh, euh, participer en processus d'amélioration de la production. Pourquoi? Pour avoir des modèles des activités minières qui pourraient représenter le financement informel, car oui, vous pouvez, et lorsqu'on parle des activités responsables et pour la production, si on le regarde d'un prisme de production et de services, normalement, il faut fournir 20% du rendu. Et pour le développement, par exemple, nous prenons le rôle clé quant à la conception et la mise en œuvre des opérations minières. Et
Et à cet égard, cela prend la plupart de la production, mais en fin de compte, nous pensons que les miniers sont les secteurs les plus importants dans la chaîne d'approvisionnement. Alors, il faut rendre possible la chaîne d'approvisionnement. Nous avons donc une plateforme technologique qui s'appelle OASI, qui simplifie la gestion des étages, la vérification de la bonne diligence, la vérification des parties prenantes lorsque cela s'avère être nécessaire. Je parle des EMAP qui génèrent de l'or qui rentre dans les marchés de façon à ce que cela puisse être vérifié et conforme et mettre en conformité avec la norme. Et nous avons commencé ces business avec un objectif en tête. Nous avons décidé de capitaliser sur la représentation de mercure qui ne constitue que 30% de la production disponible de l'or. Néanmoins, créer accès à cette technologie est plus difficile que nous l'avons assumé. Alors, la plupart des opérations utilisent la production du minéral pour essentiellement compenser le travail ou organiser la mentalité. Et nous avons ce système de compensation qui est assez informel dans notre marché. Nous ne sommes pas, nous sommes un peu fragmentés car le processus n'est pas clair. Alors, sur la diapositive à gauche, vous pouvez voir le descriptif des parties prenantes. Nous avons la gestion des sites qui jouent un rôle un peu plus passif que les autres. Par exemple, vous allez recevoir la licence pour les terres. Peut-être qu'il y aura une coopération. Ensuite, il y a les unions, les syndicats et qui fournissent un accès à la terre et qui peuvent l'accès les droits aux opérations. Ensuite, nous avons les opérateurs qui vont venir faire des opérations d'exploitation sur le terrain. Alors, nous avons donc cette... si moi, en tant que propriétaire, j'ai et je sais que j'aurai 40% de leurs produits. Mon équipe de travail, typiquement, elle aura 30% et nous allons avoir 30% de la gestion. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous pouvons être un groupe de trois. Et la règle en général, c'est que le travail est divisé entre les parties prenantes et cela c'est comment nous allons gérer le système de compensation. Alors, c'est positif, hein, car surtout si vous ne savez pas quel est votre grade ou le niveau d'exploitation que vous allez sur le terrain, ou si vous ne connaissez pas votre performance, le négatif est bien évidemment que cela fragmente votre chaîne d'approvisionnement de façon importante dans l'ensemble avec l'ensemble des parties prenantes, notamment lorsqu'il y a un minérail pour le problème du mercure, nous avons des agrégateurs et la gestion des sites et ils sont une bonne partie de la production, hum, et notamment pour la force de travail et d'exploitation. Alors, imaginons que nous n'avons que l'exploitation ne détient que 30% du terrain et il doit avoir le même volume et la liquidité pour avoir sa part de production sur ce terrain. Mais les équipes qui exploitent le terrain n'ont pas euh, cet accès. Alors, si vous regardez à la production au total, chaque travailleur n'aura que 2,6% de la production au total et, et au titre individuel, ce sera que moins de 0%. Alors, ce sont des volumes très faibles d'extraction et, et il faut... cela demande des processus assez demandants, coûteux
assez coûteux, notamment pour la non-utilisation du mercure. Alors, l'accord de production, c'est un excellent moyen de gérer la production d'entières dans un contexte informel. Le seul côté négatif, c'est que cela remonte votre chaîne d'approvisionnement, mais vous pouvez avoir de petites sommes allouées à une grande partie des travailleurs qui n'ont pas de liquidités de façon à ce qu'ils puissent avoir des processus modernisés et attirer plus de bailleurs. Cela veut dire, euh, car le processus est difficile pour les miniers de se doter de technologies modernes. Et alors, quant à la mise en œuvre avec notre outil voici, nous avons une formalisation de ce processus grâce à des contrats intelligents et cela nous permet d'agréger toute la production et documenter la quantité d'or que nous attendons de voir dès cette production, la reprise potentielle pour les parties prenantes et appel aux parties prenantes directement. Alors, il n'y a plus besoin de partir avec un sac d'or et utiliser des diapositives et utiliser pardon, du mercure pour avoir de l'argent. Plutôt, nous allons avoir une approche collective avec cet outil et nous sommes confiants que tout le monde va recevoir sa juste part de rétribution. Et nous allons donc réduire le fardeau de la chaîne d'approvisionnement et comme nous l'avons montré dans la diapo suivante, et ensuite nous allons voir quels sont les besoins spécifiques pour ce type d'opération. Et, et les raisons pour lesquelles le minier ne souhaite pas avoir des ressources, c'est parce que c'est difficile de trouver les bons matériaux, mais également les caractéristiques entre le type d'opération. Par exemple, un site d'exploitation qui produit 20 grammes contre un autre qui produit moins. Alors, nous avons résolu cette situation en disant, nous allons faire nous allons avoir des opérations au niveau individuel. Par exemple, s'il y a une production dans un endroit, nous allons documenter. Ensuite, nous allons voir la quantité d'or qui a été récupérée de cet endroit. Et nous pensons que c'est la meilleure façon de travailler avec les EMAP de façon à inciter à une coopération sans nuire à la performance et vraiment être vecteur d'accords de partage de revenus. Alors, Alors, voilà où nous nous trouvons dans notre modèle. Voilà euh, une, euh, une zone sur la région où nous avons des opérations. Nous avons mis 7 000 dans notre modèle. C'est à peu près 80% de leur produit qui se trouve ici représenté en retour d'assistance des développements et des services de traitement. Alors, les trois que vous voyez sur la gauche, vous pouvez le voir comme, comme des processus qui signalent les spécificités en matière d'investissement. En orange, nous pouvons voir les deux qui se trouvent en face d'accord. Nous sommes assez conscients. Pourquoi? Car cela demande une approche plus proactive et qui porte avantage à tout le site. Alors, notre offre aujourd'hui des services voit les approches et car nous essayons d'avoir des services et comme une stratégie pour éliminer l'utilisation de mercure. Il est donc très positif que nos clients, et pour nos clients, il y aura des personnes qui vont recevoir de l'or, qui vont
qui ne vont plus utiliser le mercure de façon à avoir des opérations. Donc, je me répète, notre objectif est de ne plus avoir l'utilisation de mercure dans notre chaîne d'opération. C'est pour cela que nous sommes très ravis de voir euh, le développement de ces opérations. Et maintenant, des exemples spécifiques. Cela a été un des sites de capital conjoint que nous avons vu. Alors, nous avons les 5-3. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 piliers. Et voilà le processus d'enregistrement de notre modèle. Premièrement, nous commençons avec une discussion avec le déteneur de la licence et on parle de processus où il accorde le traitement d'une certaine quantité dans notre installation et en retour, il va recevoir une part de 20% de la production. Ensuite, nous allons dire, nous allons mettre à jour les opérations du site d'exploitation de façon à ce qu'il puisse avoir des opérations euh, euh, de façon historique. Et nous avons eu le feu vert pour avoir cette coopération avec ces deux exploitations et ils ont décidé d'avoir une approche ratio 80-20 où nous avons compris les ressources, l'endroit où nous devrions construire des lieux des exploitations et à quelle échelle et finalement nous développer des équipements et les meilleures pratiques pour ce faire. Et voilà où nous nous trouvons aujourd'hui. Nous n'avons pas un format spécifique quant à l'investissement de ces deux sites d'exploitation. Non, aujourd'hui, nous avons 100 000 dollars d'investissement par site d'exploitation pour produire jusqu'à 50 tonnes de matériel de haute qualité. Et ça veut dire une quantité presque de 2 tonnes par jour. Alors, c'est un processus axé sur 2 paliers. Premièrement, nous devons travailler avec les déteneurs de la licence qui vont nous aider à liquider le, le, le processus et qui vont investir dans la production et pour l'avantage de tout le monde. Et l'organisation doit être organisée si nous souhaitons avoir une production beaucoup plus importante. Et, et une des problématiques principales lorsqu'on parle de l'offre de services, on parle de la mécanisation des services et des activités. Et à cet égard, on peut commencer avec le processus. Alors, d'habitude, les opérations minières travaillent avec des parties externes ou internes, des fournisseurs qui peuvent transformer le minéral ou les autres matériaux concentrés. Et typiquement, ce premier procès est très manuel. Alors, nous allons venir ici pour fournir des services qui vont venir enlever le fardeau dans la chaîne de valeur. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des moyens pour réutiliser cette force de travail est déjà disponible. Nous avons quelques idées à cet égard et nous sommes assez attachés à ces standards. Je parle d'employer des femmes comme collaborateurs de façon à ce qu'on puisse simplifier les opérations. Il y a des ressources disponibles que nous fournissons qui sont partagées. Cela peut durer quelques jours. Nous allons faire cartographie d'un lieu d'opération et ensuite nous allons aller vers un autre. Et, euh, et je pense que ce sera un excellent point de départ. Deuxième, si nous reconnaissons le travail et d'automatisation, par exemple, qui peut s'installer dans un lieu de travail, c'est une solution très simple
Et si vous allez dans un lieu d'exploitation qui n'est pas bien équipé, cela ne veut pas dire forcément qu'il y ait que 9 opportunités de production pour ce site. Oui, tout à fait. Nous souhaitons donc avoir une meilleure exploitation grâce à un bon licenciement et une bonne articulation avec le partenaire. C'est l'opportunité également de de montrer les projets que nous portons. Et dernière, nous souhaitons avoir une attitude active quant à la génération de bien-être pour la communauté, des ressources et des moyens de subsistance. Je parle de réinvestissement, des, des rotations durables qu'il va falloir intégrer. Et nous avons plusieurs représentations d'idées à cet égard, mais bon, on a un modèle qui n'est pas encore fini, mais je pense que nous pouvons parler des opportunités qui vont bénéficier directement les miniers, et c'est quelque chose que nous allons poursuivre. Alors, la vidéo suivante, c'est une vidéo du moment, c'est une vidéo de 2 minutes. Et ensuite, nous allons avoir une autre discussion interactive. Alors, nous avons Sally, c'est notre premier client et il va vous donner quelques détails sur l'or qu'il a reçu. Vous pouvez voir qu'il a pas mal de camions. Il a déjà commencé le processus d'écrasement. Et si vous voyez, si on s'intéresse à cette image, nous voyons les équipes des géologues qui estiment avoir trouvé du cuivre. Alors nous allons en extraire un peu. C'est c'est du minéral, c'est un autre minéral. Et, et d'où vient le minéral? De 60 kilomètres d'ici. Et nous avons les interprètes n'écoutent pas la vidéo. Et, euh, et ce sont des activités souterraines? Oui. Oh, 5 mètres, je pense. Oui. Ok, parfait. 1 mètre de profondeur. Hmm, parfait. Alors, il faut garder notre client content et on travaille d'arrache-pied pour ajuster et, et nos opérations. C'est la demande des adaptations. Et vous pouvez voir que les minéraux qui se trouvent déjà disponibles. Et merci, merci. Merci, on est ravis d'être vos premiers clients. Merci. Merci, merci, au revoir. Merci, merci aux intervenants de cette participation. Merci pour la mise à jour. Maintenant, j'invite aux intervenants d'ouvrir leur caméra de façon à ce qu'ils puissent répondre à toutes les questions qui pourraient être posées. Par ailleurs, je voudrais présenter à tout le monde un membre de notre installation du comité d'investissement, Ashton Stewart, qui se trouve sur l'appel aujourd'hui. Il pourra fournir également sa perspective. Edward, je ne sais pas si vous voulez en ligne, mais j'ai une question que je voudrais souligner.
pour ma collègue Natacha qui se trouve à côté de moi. Est-ce qu'il y a d'autres requis dans le mécanisme? Merci. Et non, nous n'avons pas d'autres requis pour avoir accès à nos produits. La plupart des miniers. Alors, au Kenya, comment nous avons des opérations? Alors, nous faisons partie des corporatifs et nous avons besoin d'avoir un certificat de cuivre de façon à ce qu'on puisse avoir un processus de bonne diligence. Oui, la question était pour une directive en particulier ou pour les collatérales. Oui, alors pour les collatérales, lorsque vous avez des critères tels que les collatéraux pour les miniers, alors vous allez travailler avec des fournisseurs qui n'ont pas la capacité ou l'habilité de produire des collatéraux tels que la terre ou l'immobilier. C'est typiquement ce qui arrive. Alors, on demande aux miniers de prendre en compte le prix de l'équipement. Si c'est 10 000 dollars, par exemple, on va vous demander de verser 1 000 dollars. Mais pour améliorer notre investissement, et on souhaite s'assurer que l'équipement ne pourra pas être volé et on pourra porter plainte. Oui, d'accord. Ok, merci, Natacha. Mais peut-être je me tourne vers vous. Euh, Pour les audiences, ce n'est pas clair le processus. Je ne sais pas si vous pouvez donner plus d'informations sur le mécanisme et les processus que vous engagez. Oui, oui, c'est un processus à grande échelle utilisé par le secteur minier. Alors, cela n'utilise pas le mercure, cela utilise un autre chimique et avec une bonne gestion, l'impact environnemental est réduit largement. Alors, dans le cadre des technologies EMAP livre de mercure, nous avons une technologie qui peut être utilisée comme référence. Dans ma présentation, je sais que ce n'est pas clair, mais bon, nous utilisons des technologies historiques et l'innovation que nous apportons, c'est de éviter. Alors, s'il y a une installation qui est libre de mercure, c'est notre capacité à, à travailler avec le site. Nos opérations se centrent sur l'élimination d'utilisation de mercure. Merci. Merci. Et Nissa Aboukassa, pour votre question sur la discussion que vous avez posée, à quel niveau des maps nous avons une exclusion au Burkina Faso? Je ne sais pas si vous voulez donner plus de précisions sur votre question et pour votre contexte au Burkina Faso. Alors, merci Candice, et merci à l'intervenant qui a posé sa question. Alors, il faut savoir que Burkina Faso, le secteur de la MAP, si je dois faire une cartographie de la chaîne de valeur, on a les puits où le creusage se fait pour extraire le minerai, on a la partie du traitement jusqu'à qui regorge le concassement, le broyage et autres. C'est-à-dire que les femmes, quand je dis que les femmes sont exclues, il y a ces niveaux de tâches que les femmes, où on ne peut pas voir les femmes. C'est-à-dire qu'au niveau des puits, où on sait que c'est la production,
Et les femmes n'ont pas forcément accès, et même dans les localités où elles ont accès, c'est très, très rare. Déjà, il y a le problème de moyens qui se pose. Les femmes ici n'ont pas forcément accès aux ressources, n'ont pas accès aux moyens, et soit même sont interdites sur des préjugés socio-culturels, bien sûr, mais ça dépend de chaque région. Exemple, dans une région au centre-ouest, une femme ne peut même pas avoir accès à un puits. Voilà, donc déjà à ce niveau de tâches, les femmes sont exclues. Et quand on redescend encore plus bas, les femmes sont au niveau où vraiment c'est le lavage de minerais, et peut-être certaines femmes sont sollicitées, ou même donc elles sont obligées de se retrancher vers le traitement alluvionnaire, voilà, pour pouvoir avoir quelque chose, ou même utilisent les rejets que les femmes, que les hommes, quand ils finissent d'utiliser, de faire le lavage, ces femmes-là peuvent aller utiliser maintenant les rejets pour le retraiter. Donc, c'est-à-dire alors que la présence des femmes, les femmes sont bien représentées sur les sites miniers, mais malheureusement, certaines conditions ne les permettent pas en fait d'avoir accès réellement aux ressources au même titre, au même pied d'égalité que les hommes. Donc, d'où vraiment j'ai énuméré cette marginalisation de la frange féminine au niveau des sites. On peut passer pour la prochaine question. Merci Abdul, merci pour cette remarque. Alors oui, tout à fait, je comprends bien et c'est bien récurrent dans ce secteur. Nous savons bien que les hommes sont chargés bien souvent de processus d'extraction, vu la force physique que cela demande, je suis bien d'accord. Ensuite, les femmes sont responsables de processus plus, plus simple, moins d'extraction. Et sur la présentation d'Edward, je m'en souviens avoir vu que la participation de femmes pour l'utilisation de certains équipements peut s'avérer être assez difficile car il y a des requis nécessaires, des exigences à respecter pour l'utilisation d'un certain équipement. C'est quelque chose à garder en tête. Et oui, vous l'avez dit, la notion culturelle est également importante à prendre en compte. Au Kenya, par exemple, nous avons des cas où les femmes ne sont pas autorisées à aller sur le terrain vu les traditions communautaires et, et, et ce n'est pas simple pour les femmes d'avoir des opérations. Et c'est un peu les dynamique du secteur dans des contextes en particulier. Je vois une question qui se dit qu'est-ce qui se passe suite l'implication des équipes et Ashton, je ne sais pas si vous voulez répondre à la question. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le minier a terminé l'opération? Qu'est-ce qui se passe avec l'équipement? Oui, alors c'est un modèle de location. Alors, il y aura un dépôt qui sera versé pour l'utilisation de l'équipement. Ensuite, nous allons payer les frais de la location et, l'équipement peut être acheté pour rester sur place et pour pouvoir poursuivre avec les opérations. Pour, alors, pour faire sommaire, lorsque le minier a finalisé les opérations, il peut avoir des opérations entières. Alors, Ashton, euh, cofondateur de notre organisation, est-ce que vous pouvez nous écrire un peu plus comment ça se passe, ces cadres ESG et environnement social et social et comment utiliser les équipements dans ces cadres d'opération? Oui, alors le cadre ESG est important pour un certain nombre de raisons. Principalement car le travail que nous faisons avec les communautés nous demande d'opérer en toute sécurité, mais c'est également, il y a l'accès au marché
Cela veut dire, par exemple, si nos clients souhaitent vendre quelque chose, euh, il, il faut, s'ils souhaitent vendre l'or à un meilleur prix dans les marchés, nous pouvons faire un travail de bonne diligence pour vérifier les normes. Alors, à cet égard, et comme décrit par mes collègues, le cadre de mise à l'échelle pour le CSG vient appuyer les standards progressifs de façon à, à répondre aux questions que le minier pourrait avoir. Euh, Première pas, ce serait mettre à l'échelle et identifier les exigences minimales pour avoir des opérations. Et au fur et à mesure, il y a plusieurs niveaux d'efficacité, de performance qui doivent être pris en compte et qui sont en phase avec ces standards internationaux qui sont rédigés par le CDE et les autres institutions, mais également les exigences en matière de, d'exploitation. Alors, pour les échéanciers, oui, nous avons appris pas mal de leçons sur ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, sur ce qui est efficace sur le terrain. Et, et pour ces normes internationales, elles évoluent et il faut donc nous assurer que nous avons une bonne réflexion, qu'on reflète bien la conformité à ces normes. Merci, Ashton. Et une question pour nos collègues qui se trouvent en ligne aujourd'hui. Quel type de défi vous avez et surmonté quant à l'implication des femmes dans les opérations? Je pose la question à notre collègue et car oui, il y a des personnes. Alors, normalement, ce sont que les hommes qui sont intégrés dans ces secteurs. Alors, comment nous allons participer en matière d'inclusion des femmes dans ces mécanismes? Oui, merci. Merci, désolé, j'ai un Internet assez instable. Alors, nous avons fait des efforts conscients pour travailler avec le gouvernement pour, avec le gouvernement. Et pendant mon évaluation, nous avons travaillé avec, euh, avec les parties prenantes pour identifier tous les investissements nécessaires. Et, et, c- et c'était une référence que nous avions intégrée. Mais bon, c'est une petite partie de notre activité. Et, et cela reflète la dynamique locale. Il y a peu de femmes qui peuvent prendre place dans ces opérations. Il faudrait donc le système est conçu de façon à travailler avec le parti prenante déjà existant à ce niveau. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous tâchons d'inclure les femmes autant que possible, de façon à ce que on puisse intégrer les femmes davantage. Mais la réalité est comme Natacha l'a dit, il y a un accès limité à la terre et, euh, et nous devons garantir que qu'il y a des processus qui doivent être gardés en tête. Et Natacha, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
Et alors, nous faisons des efforts conscients, mais si nous souhaitons avoir des opérations complètes, nous devons avoir plus des efforts. Et, OK, merci, David. Alors, j'ai une question pour Monsieur Abdulhassan. Alors, vu le mécanismes qui sont des initiatives basées sur la communauté, il faut avoir une application dans la communauté de façon à avoir ces mécanismes mis en place. Alors, quelle est votre expérience lorsqu'on parle de construire cette confiance avec la communauté de façon à pouvoir euh, avoir ces mécanismes mis en place? Comment nourrir la communication avec la communauté? Merci. Pour dire qu'en fait, l'approche, bien sûr, a besoin d'une confiance de la communauté. Étant donné que c'est un mécanisme d'épargne, c'est un mécanisme d'accès au financement, basé bien sûr sur des pratiques endogènes, il faut dans l'approche impliquer davantage les autorités coutumières, administratives de la localité, les personnes ressources, les leaders des jeunes, les femmes, les associations des femmes, les leaders des femmes, afin de déjà de présenter l'approche, de présenter le mécanisme pour pour qu'elles puissent s'approprier et comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants d'un tel mécanisme dans leur communauté. Euh, quand c'est fait, vous verrez tout de suite que ces personnes-là, s'ils ont compris le mécanisme, il est évident que la population va s'adhérer à votre projet. Et c'est ce qu'on a fait dans le cadre du projet Fondation pour la paix au Burkina. Et on a pris vraiment le temps de présenter le programme parce que souvent, il faut prendre en compte, bien sûr, des pratiques qui ont existé. Et si l'approche n'a pas été acquis, n'a pas acquis la cause des autorités, des premières autorités, des personnes influentes de la communauté, ça peut s'assimiler à une mauvaise expérience de par le passé et donc vous échouez le mécanisme. Donc, dans la méthodologie, c'est une étape vraiment à prendre en compte au sérieux et prendre le temps qu'il faut et avoir l'accompagnement de ces autorités pour réussir ce mécanisme au niveau des communautés. Oui, parfait. Une main levée de la main de Misa euh, de Amadou Diran. Oui, merci à toute l'équipe pour cette belle opportunité d'apprentissage et de partage d'expériences sous différents angles sur la question de l'accès au financement. En tout cas, nous félicitons toutes ces différentes initiatives qui sont dans le sens de faciliter l'accès au financement des exploitants miniers artisanaux parce que c'est une étape cruciale vers la formalisation. Si les efforts ne prennent pas en compte la question d'accès au financement, alors certainement qu'au niveau des résultats aussi, il y aura beaucoup d'insuffisances. Donc, vraiment, j'apprécie toutes les innovations qui ont été présentées dans ce sens. Pour répondre rapidement à la question de Candice, à laquelle déjà Aplat a bien répondu, un petit complément, c'est pour dire que l'écoute accordée à la communauté est primordiale pour le succès d'une telle initiative. Par exemple, à la base, même quand on a présenté le projet, certes, l'objectif clairement affiché, c'est l'autonomisation des femmes. Mais nous avons, par exemple, laissé la latitude dans la constitution des AVEC selon les femmes qui souhaitaient aller exclusivement en groupe de femmes, de le faire uniquement avec des AVEC féminines. Certains également hommes ont préféré faire des AVEC mixtes, mais sur toute la ligne,
la question de la gestion financière a toujours été accordée aux femmes. Donc ça, par exemple, c'est une option qui a été clairement affichée par les communautés, soit d'aller vers des AVEC purement féminines ou des AVEC mixtes. Donc, vraiment, avoir été à l'écoute des communautés a été un des facteurs de succès de ce projet. Je vous remercie juste pour ce complément. Merci, merci Amado. Amado, vous avez déjà été impliqué dans la mise en œuvre des mécanismes VSL au Burkina Faso. Alors merci pour ce contexte supplémentaire et contribution à cette réponse. Alors je vois que nous n'avons plus des questions sur la discussion et bon, sachez que nous allons partager les scénarios euh, des mécanismes des équipes de Burkina Faso et des autres exposants, mais également nous allons partager l'ensemble des informations qui seront disponibles euh, et dans le matériel que nous allons vous partager. Alors, à la fin de la session, nous pourrons voir que oui, tout à fait, nous avons su un mécanisme assez réussi à Burkina Faso euh, avec des femmes qui sont prises maintenant en compte dans la communauté. Et ce mécanisme a comblé un écart existant, notamment au Burkina Faso, mais également au Kenya et dans les autres pays, par exemple en Tanzanie. Nous avons vu le besoin d'avoir des solutions au livre des mercures de façon à avoir des opérations durables. Il est bien clair que nous avons plusieurs façons de naviguer cet environnement de financement pour les EMAP. Alors, les bailleurs, et les donneurs et fournissent des services pour que le secteur puisse avancer. On croit vraiment qu'à l'avenir, nous allons parler de financement euh, plus démocratisé et pour avoir plus d'innovation, plus de ressources, capital privé peut-être qui pourrait être intégré et injecté dans le secteur. Mais aujourd'hui, nous créons la structure pour ce faire et je pense que tout à fait le secteur des EMAP et en général, est un secteur qui mérite un investissement. Et aujourd'hui, nous devons montrer et mettre à l'avant l'avantage de notre secteur. Alors, on arrive à la fin de notre session, mais je voudrais ouvrir cette dernière partie de la session à mon collègue de la NRDC pour le commentaire de clôture et clôturer la session. Merci. Merci, Candice. Alors, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Susan Kin et je suis la coordinatrice mondiale pour le programme Planet Gold. Et je voulais juste prendre un petit moment pour remercier l'Impact Facility pour être à la tête de ces trois sessions en ligne où nous allons parler des besoins de miniers, des approches de Planet Gold pour pouvoir avoir un accès plus démocratisé, mais également, vous avez parlé de ces approches innovantes en dehors du programme Planet Gold. Il y a plusieurs initiatives dans le monde entier et qui s'attaquent à cette problématique fondamentale, à savoir, nous souhaitons voir un secteur amélioré, nous souhaitons voir une professionnalisation du secteur MAP en général. Et Planet Gold est centré à cet égard pour retirer le mercure des processus, mais il y a des ambitions, bien évidemment, dans le monde entier qu'il faut suivre de près de façon à ce que le secteur puisse être le vecteur des créations de bien-être de développement. Alors, merci à Impact Facility pour organiser ces sessions, mais également merci de la session en présentiel que vous avez organisée pendant la réunion à l'occasion du Forum mondial aux Philippines. Alors, nous espérons pouvoir garder la conversation. C'est la fin de cette série de discussions, mais comme vous pouvez voir, il y a pas mal qui se passe dans le monde entier, il y a pas mal de désinformations. Donc, Candice
les équipes vont partager la documentation qui a déjà été créée pour les équipes. Nous avons des initiatives diverses, de façon à ce que vous les ayez comme référence. Et nous allons continuer à regarder les moyens d'avoir ce dialogue et ces conversations. Que ce soit Planet Gold qui fournit une plateforme ou d'autres initiatives dans le monde entier pour fournir cette plateforme ou, ou partager et décider, car la seule façon de progresser, c'est de partager, c'est en partageant les idées et en apprenant les uns des autres. Alors, merci et félicitations à tout le monde. Merci à tous les orateurs. Merci pour avoir fait de cette session un excellent moment de partage. Merci à tout le monde de votre participation. Aujourd'hui, nous allons partager, comme dit, l'ensemble des ressources pour cet appel, mais également, nous allons partager le procès-verbal de cette session. Merci à tout le monde. Merci d'avoir pris le temps de participer à cette session. Et, et merci à toutes les personnes qui ont posé des questions. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poser dans un deuxième temps. L'ensemble des collègues vont répondre aux questions. Alors, je vous souhaite une excellente journée et bonjour.